votre droite, nous avons Ariane Gélina, qui est donc auteure québécoise. Auteur, Non, c'est le mot officiel des Utopiales, autrice. Ok, Jeanne m'a retoqué. Ça marche. Donc titulaire de plusieurs prix, et puis on va parler notamment de la série Les Villages Assoupis. Hein, vous nous raconterez un petit peu comment vous l'avez fait, pourquoi vous l'avez fait. On saura tout. À ses côtés, Anne Larue, universitaire française, prof de lettres, également historienne de l'art français, avec le roman La Vestale Calix et le nouveau La fille geek. La fille, voilà, qui vient tout juste de paraître. À ses côtés, Léliana Sherman, qui est donc auteure et éditrice, titulaire du Myopathic Fantasy Award. Ça vous donne mon niveau d'anglais en termes d'accent. Et on parlera notamment d'une trilogie, Brazen Mirror, ou un livre. Voilà, on parlera, et livre qui se déroule dans l'Angleterre du XIIIe siècle. Et puis à ses côtés, Hugo Bellagamba, ancien directeur artistique des Utopiales, et qui lui a particulièrement joué avec l'histoire, avec notamment le roman Tancred, mais aussi L'origine des victoires et tout un tas d'autres romans qui s'intéressent à notre passé, pour mieux évidemment parler de notre présent. Alors on va d'abord voir un petit peu comment chacun a fait sur ses liens avec l'histoire dans ses romans, et puis après on passera un petit peu aux questions générales. Ariane, dans les villages d'Assoupis, est-ce que vous pouvez nous les présenter et comment est-ce que vous avez travaillé? Bien sûr, puisque l'histoire va se décliner sous différentes formes dans à peu près tous les livres. J'en suis rendue à 6 livres. Et puis, les villages Assoupis, alors c'était une trilogie sur les villages fantômes du Québec qui est parue entre 2012 et 2014. Et puis, il faut savoir qu'on a une réalité singulière avec les ruines chez nous, alors avec la temporalité, J'aime bien beaucoup jouer avec les ruines, ce que ça permet, le passé, le présent, le futur, et puis les investir. Et au Québec, nous avons plus d'une trentaine de villages abandonnés qui découlent souvent d'une mono-économie. Par exemple, un chantier minier qui va donner naissance à une ville pendant quelques décennies, et par la suite, cette ville-là va être complètement rasée. Je trouve que c'est quand même une spécificité au Québec avec la mémoire, et la mémoire est au cœur de ma trilogie aussi, et surtout comment on nie la mémoire de ces existences-là. Des gens qui ont vécu, qui sont nés dans ces villages, et ensuite dont il ne subsiste presque rien. Parce qu'en tant que j'aime beaucoup l'exploration urbaine, il y a des parallèles à faire avec les villages fantômes, parce que parfois on peut aller les explorer, mais malheureusement pas assez à mon goût au Québec, puisque comme je viens de le dire, on les a souvent détruits. Alors il s'agit d'ouvrir l'œil pour retrouver ces ruines-là enfouies sous le feuillage, dans les forêts, où la nature en a pris ses droits. Et c'est un petit peu ces deux pôles-là qui sont au centre de la trilogie, dans laquelle on va suivre des personnages qui sont souvent tourmentés. C'est une trilogie fantastique, comme la plupart, j'ai essentiellement du fantastique suivi par la science-fiction et du roman policier en nouvelle. J'aime bien la science-fiction aussi. Mais dans le cas de la trilogie dont on parle, c'est du fantastique, et puis on va visiter avec les narrateurs ces villages abandonnés du Québec, et il va y avoir aussi des éléments historiques comme des extraits de journaux, et ces éléments-là, par exemple, ça c'est un aspect que j'aime beaucoup, même si lorsqu'on me dit alors Ariane, tu vas enseigner le récit autobiographique cette session-ci, je dis oh non, alors je préférerais pas, mais pourtant comme auteur, ce sont des formes qui m'interpellent très souvent, comme les mémoires dans mon plus récent livre qui vient après la trilogie des villages Assoupis, qui s'appelle Les cendres de Sedna, qui se déroule également dans ce cas-ci sur 3 siècles avec un aspect mythologique. Alors je vais aller puiser dans le temps, ça peut être les ruines, ça peut être aussi encore plus un passé encore plus séculaire que ça, avec le début des temps, les mythes, ces éléments. Alors, qu'on comprenne bien, les villages détruits dont vous parlez, c'est à peu près quelle date, quelle période? Ça dépend des villages. On essaie souvent des années 70 et 80. À notre époque actuelle, c'est moins facile de faire détruire, heureusement pour l'histoire avec un H. C'est moins aisé de faire disparaître comme ça les villages. Mais il y a eu une sorte
d'acceptation passive dans les années 70 et 80 au Québec. C'était aussi l'époque des chantiers hydroélectriques qui se sont retrouvés à tasser les Premières Nations sans aucun scrupule en disant alors ce sont vos territoires ancestraux, on construit des barrages, allez ailleurs. Alors ça participait du même mouvement. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Et puis, parce qu'également, souvent, on pense à Québec, Montréal, Québec, peut-être Tadoussac avec des baleines, si on s'intéresse à ces grands cétacés-là. Mais je voulais investir aussi l'arrière-pays, comme on dit, l'intérieur des terres, et qui va comprendre souvent ces ruines, ces vestiges, ces souvenirs qui gagnent à être, on va dire exhumés, mais le terme est un peu négatif, mais à travers des récits fantastiques. Ouais. Dernière question pour comprendre, ce sont plutôt des villages de Québécois, on ne parle pas des Premières Nations. Ça dépend lesquels. Il y a certains villages de Premières Nations qui ont été honteusement engloutis, encore une fois, pour construire des barrages. Je pense à Windigo ou à Shizazibi. Et puis les habitants ont été délocalisés de force. C'est même arrivé à 2 autres reprises. En fait, je ne nommerai pas tout. Il y a au moins 4 villages amérindiens comme ça qui ont été déportés pour que le niveau de l'eau des barrages soit rehaussé. Alors c'est très discutable comme façon de procéder. Effectivement. Et ça aussi, ça se retrouve dans les écrits dans lesquels sont présents, que ce soit nouvelles ou romans, les Premières Nations, parce que quand on dit identité québécoise, on dit forcément identité des Premières Nations, et ça inclut leur mythologie. Anne C'est vrai, j'y pense à un roman qui s'appelle Emily Dickinson is Dead, dans lequel on a ce thème du village englouti qui a détruit les villes et qu'on voit encore sous l'eau comme un miroir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la littérature américaine et québécoise. Alors oui, donc moi, ce que j'ai essayé de faire, moi l'histoire est très importante, mais c'est une histoire qui tente de faire sauter quelque part, alors c'est très local, très franco-français si j'ose dire, le verrou du 19e siècle, qui a changé complètement notre vision des choses. C'est le siècle le plus arriéré, le plus sexiste, le plus traditionnaliste, le plus épouvantable que la Terre ait jamais porté. Et tout ce qu'on ne sait pas et qu'il y a au-delà, c'est comme s'il y avait un énorme barrage, et au-delà le monde, l'infinité des choses. On ne sait pas que les femmes étaient par exemple des combattantes, parce qu'on croit au 19e siècle que c'était comme ça, alors voilà. On ne sait pas que ça n'a pas toujours été la pauvre bourgeoise séparée de ses compagnes et placée sous la tutelle d'un homme qui avait tout pouvoir sur elle. On ne sait pas tout ça. Donc l'histoire pour moi c'est un enjeu de revenir à une espèce de relativité très lointaine d'un monde qui serait construit sur tellement autre chose. C'est pour ça que j'ai une passion particulière pour la préhistoire, disons, le néolithique, toutes ces choses-là, parce qu'il y a aussi ces discours abominables des préhistoriens. Alors, on voulait faire un bouquin avec un copain, lui il faisait le racisme des préhistoriens, moi le sexisme des préhistoriens, et puis on aurait étudié ça, c'est-à-dire cette espèce de discours délirant sur le passé, comme quoi c'était des cultes, des dieux, nanana, toujours des valeurs masculinistes, alors que par exemple à Lascaux, il y a pas d'enfants qui cavalent partout. Alors bien sûr ce sont des garçons, bien sûr c'est une initiation, et si c'était un truc où les parents ils mettaient leur bombe à l'époque, c'était à une température d'environ 16 degrés et que c'était quand même mieux que les moins 30 qu'il y avait dehors, personne n'a posé les choses en ces termes. Donc il me semble que c'est non seulement l'histoire qui est en jeu, mais aussi la vision d'aujourd'hui, passée par-dessus le filtre immonde du 19e siècle, cette crevure du 19e siècle, disons-le, avec carrément, enfin il faut y aller carrément avec le langage peut-être un peu fort, mais bon tant pis, on est là pour manier les mots, que chacun reprendra par rapport à la violence extrême de mon langage, mais il me semble quand même que l'enjeu de l'histoire c'est d'abord ça, c'est-à-dire revenir à une vision où le monde n'était pas comme on croit qu'il est aujourd'hui. Il me semble que c'est l'enjeu fondamental. Alors justement, Delia, l'Angleterre, le XIIIe siècle. Well, not really. That was my first novel, and it's not the one that was translated into French. But I just like history. I find myself a little at sea in the 20th. I found myself a little at sea in the 20th century, the 21st century has me completely flummoxed. I also believe very strongly that we cannot understand where we are unless we understand where we've been. So I have dealt a lot with European history. I'm working on a novel now set in 19th century France during the siege of Paris. I have written a book that was set on the eve of the French Revolution. That was my second book. I like looking things up. I like being a scholar. I've written about the American Civil War.
That's the French book, the book that has been translated into French as Labyrinthe de la Liberté. And I find that I can deal better with the modern age if I look at it from behind. And I think that is mostly what I do, is that I look at the roots of some of these things that are bothering us now, the roots of sexism. Of course, I don't think about that. I'm thinking about the story and the characters. But I am researching as closely as I can the kind of society that they lived in, and I know now, having written several novels, that I am writing a modern novel. I'm writing about now, but I'm doing it from a distance because I think that it is sometimes easier, it's certainly easier for me to deal with things from a distance. And I think sometimes it's easier for people to read them from the distance of time and space. And having magic in there doesn't hurt any at all.